Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Fabien. Merci de nous retrouver pour un nouveau webinaire avec notre partenaire Indeed. Toujours dans la lignée de ce qu'on a ouvert depuis quelques mois sur la compréhension des mutations en cours et la compréhension du marché de l'emploi. Et Indeed, représenté ici par Eric Grab, qui est un bon expert, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, du marché de l'emploi aussi, et c'est l'intérêt d'être une plateforme un peu acteur central sur le marché, c'est que vous êtes à la fois, et on va le voir ensemble dans cette heure d'échange, vous êtes le témoin des signaux faibles, vous avez aussi une vision internationale, et on va voir ensemble ce qui se joue sur le marché de l'emploi, sachant que je crois que le message est passé, on a une tension générale, on a déjà des situations de pénurie, le marché de l'emploi va bien, le chômage régresse, ce qui est culturellement important dans ce pays auquel on n'était pas habitué, et on va regarder ce que sont un peu les conséquences avec toi, mon cher Eric. Peut-être un mot d'abord pour décrire l'année qu'on vient de vivre, une année un peu particulière, non ? Ouais, c'est une année, c'est même une année et demie, parce que ça fait 18 mois qu'on est dans ce contexte un peu particulier. On commence à en voir un peu le bout. Donc, je fais souvent la comparaison avec ces feuilletons de télé, tu sais, ces séries à rallonge qui durent sur des dizaines d'années, où tu as à chaque fois des nouveaux rebondissements, tu sais jamais ce qui va se passer derrière, alors qu'on soit fan ou pas de ces séries. C'est un peu ce qui s'est passé parce que dans toute crise, il y a souvent des économistes qui ont du mal à prédire les crises en amont, mais qui sont très bons pour les analyser pendant qu'elles se passent, et en tout cas, qui sont capables de décrire un peu la durée et les causes de cette crise. La cause là, c'était une cause sanitaire qui a touché tous les secteurs d'activité, et surtout, on n'avait aucune perspective. On a vécu un premier confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, donc assez compliqué avec des secteurs d'activité plus ou moins impactés de façon très positive ou extrêmement négative. Et en fait, pendant cette crise, il y a plein de choses qui se sont passées, on va en parler lors de cette présentation, qui bousculent un peu l'état des lieux, les choses un peu établies depuis longtemps en France, et qui révèlent en effet certaines tendances que nous, on avait pu sentir et décrypter il y a déjà quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Alors, je rappelle à nos amis qui nous suivent à distance deux choses. C'est que vous avez la possibilité de poser des questions et dont on s'enrichira en cours d'échange. Et puis aussi, évidemment, comme d'habitude, vous aurez accès à l'intégralité de ces contenus en replay. Alors, Eric, donc, on a titré « Nouvelle donne, comment rester compétitif sur le marché du travail aujourd'hui ?» C'est la situation que vivent beaucoup d'entreprises. Peut-être un premier regard quand même. La façon de travailler va définitivement changer. Alors, révolution, évolution, une question, une interrogation que tu empruntes à Pascal Pic, l'anthropologue. Oui, alors il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au marché du travail d'un point de vue sociologique et anthropologique. S'il y en a autant qui s'intéressent à ce secteur, c'est bien parce qu'il est en train de changer radicalement et qu'il sera plus jamais le même. Donc ça, c'est déjà la première réponse que je peux vous apporter. Il y a plein de RH qui se posent la question, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce qu'on reviendra jamais en arrière, etc. Oui, c'est une certitude sur un certain nombre de choses. L'évolution, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc on a l'habitude en France, contrairement à d'autres pays, à faire les choses doucement, progressivement, à attendre d'avoir des exemples concrets de ce que nos concurrents ont fait pour suivre le rythme. Et donc, l'évolution, c'est des périodes de relative stabilité ou de changement progressif, entrecoupées de phases de changement rapide. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Covid nous a permis d'avoir des phases de changement excessivement rapides sur des choses qui étaient assez latentes. C'est ce qu'explique très bien Pascal Pic, que je vous invite à lire d'ailleurs, ou à écouter sur les différentes plateformes où il est disponible. Et donc, il précise que le monde du travail traverse une de ces crises. Le déploiement massif, notamment du télétravail, on y reviendra tout à l'heure, mais pendant cette pandémie, constitue un vrai point de bascule. La fin de l'été, elle marque non seulement pas le retour au présentiel total, il y a des présences, des retours d'ailleurs qui se font de façon un peu chaotique. Quand on a travaillé chez soi depuis 18 mois, on a une autre relation au travail. Et donc, on entre aujourd'hui là dans un moment de vérité où à la fois les candidats, les salariés se sont posés tout un tas de questions, les dirigeants d'entreprise aussi. Et là, on retourne entre guillemets à la vraie vie, et on voit notamment,
on le disait tout à l'heure, avec une augmentation du nombre d'offres d'emploi assez importante, on voit aussi une évolution des comportements des candidats qui sont plus les mêmes qu'il y a 18 mois et qui n'ont plus les mêmes attentes. Oui, donc à la fois en parallèle, la transformation du monde du travail, mais aussi des attentes qui, dans ce contexte, évoluent, des attentes des candidats. Donc, ce qui est j'allais dire, une pierre dans le champ des recruteurs et des RH, c'est comment répondre à ces attentes. Peut-être un volume sur le marché de l'emploi lui-même, des éléments quantitatifs, parce que vous avez une vision, je pense. Est-ce qu'on vit un renversement du marché ? Oui, on est clairement basculé aujourd'hui dans un marché candidat. Ce qui n'était pas le cas vraiment avant. Il y avait quand même un équilibre entre offre et demande. Surtout qu'on a toujours en tête qu'il y a à peu près 8% de taux de chômage en France, donc dans l'esprit des recruteurs, un peu moins des recruteurs qui ont les mains dedans, mais en tout cas des patrons, des employeurs, qu'il y a de la main-d'œuvre disponible partout dans tous les secteurs d'activité quasiment. Or, ce n'est pas le cas. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y avait des métiers qui étaient en tension avant la crise, qui sont toujours en tension, hein, des métiers pénuriques parce qu'il y a plus de nouveaux emplois liés à ces métiers, je pense au digital, des métiers de l'ingénierie, et il n'y a pas assez de candidats. Mais ce qui est nouveau, c'est que sur tout un tas de métiers dits faciles à faible qualification, aujourd'hui, secteur de la grande distribution, du service à la personne, du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, on a énormément de mal à recruter. C'est ce qu'on voit dans la slide d'après, où on compare, nous, toujours l'évolution des offres par rapport à février 2020. On ne compare pas d'une année sur l'autre, parce qu'on a vécu en effet 18 mois un peu particuliers. Et donc, il faut se rappeler qu'en février 2020, avant la crise, on était déjà sur une hausse assez importante du nombre d'offres d'emploi. On était déjà sur une croissance assez importante. Et aujourd'hui, on est à plus 16-17% d'offres supérieures à février 2020. Donc, c'est près de 40% d'évolution. Si on compare entre le moment où il y a eu une baisse importante, on a vécu un vrai creux, et aujourd'hui, on a une vraie reprise et qui semble réellement s'installer. Et avec les questions sectorielles que tu évoquais, Eric, des secteurs qui font face à des pénuries. D'ailleurs, comment est-ce que vous mesurez chez vous la pénurie, chez Indeed, et avec quels indicateurs ? Alors, en fait, il y a un ratio très simple, c'est du nombre d'offres par rapport au nombre de candidats déjà disponibles. Et il y a aussi deux autres indicateurs, c'est le nombre de clics sur les offres et le nombre de débuts de candidature. C'est-à-dire qu'en gros, quand un candidat va sur Indeed, qui, je rappelle, est un moteur de recherche, donc c'est pour ça qu'on a 3 fois plus de trafic que tous nos concurrents, c'est un bon indicateur parce que toutes les offres d'emploi sont sur Indeed et surtout elles sont dédoublonnées. Donc, petite parenthèse, quand on entend dire qu'il y a aujourd'hui un peu plus d'1 million d'offres d'emploi disponibles en France sur le site Pôle emploi, ce n'est pas vrai. Sur le site Pôle emploi, les offres ne sont pas dédoublonnées. Il y a plutôt 700 000 offres d'emploi. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, il y a le candidat qui va voir des offres d'emploi, il va cliquer sur certaines. Donc déjà, cliquer sur une offre, c'est un début d'intérêt. Et ensuite, il va cliquer sur postuler. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de clics, du trafic, mais beaucoup moins importante que le nombre d'offres d'emploi. Donc déjà, il y a ces ratios-là. Ensuite, on analyse, nous, par secteur d'activité et même par bassin d'emploi. Donc il y a des tensions beaucoup plus fortes sur certains bassins d'emploi que sur d'autres. Et ce qu'on constate surtout, c'est que les candidats cliquent moins, postulent moins aujourd'hui. Tout secteur d'activité confondu, les gens prennent beaucoup plus de temps pour postuler, tout simplement parce que comme tous les consommateurs qu'on est, quand on décide d'acheter quelque chose mais qu'on n'est pas pressé et qu'on a des outils qui nous permettent de choisir et qu'on a vécu une crise avec un certain nombre d'incertitudes, je prends un peu plus le temps de me renseigner sur le secteur d'activité, sur l'entreprise, savoir comment elle est notée, etc. Donc les candidats, comme on est dans un marché candidat, sont devenus plus exigeants. Donc, ce qui va, et on va le voir, ce qui est important aussi comme difficulté à surmonter lorsqu'on a des besoins immédiats, voire une situation de tension. J'ai en tête des restaurateurs qui, je pense qu'on l'a tous vu, vous disent on a abandonné le service du soir parce que je ne parviens pas à sourcer et que, bien, en attendant, et l'agilité, effectivement, dont ils ont ou qu'ils subissent, dont ils ont dû faire la preuve pendant la crise avec le développement du click and collect, et puis devoir s'adapter à une contrainte sourcing, ce sourcing RH se concrétise de façon très concrète. Et on n'avait jamais vu ça. Absolument. On va peut-être regarder le comportement des actifs sur le marché.
Ouais, alors ça c'est intéressant, c'est une étude qu'on a fait cet été, donc elle est vraiment très très récente. Et comme il y a eu une bascule entre avant l'été et la rentrée de septembre, cette étude elle arrive vraiment au bon moment. Donc en gros, ce que dit cette étude, c'est que finalement, il y a 70% des actifs en France, c'est une stat qu'on a depuis un certain temps, qui sont quand même plus ou moins à l'écoute du marché, de façon plus ou moins active ou proactive. Mais il n'y a qu'un petit tiers qui dit ne pas vouloir changer de métier, d'entreprise, de secteur d'activité. Donc, il faut déjà avoir en tête à peu près ce chiffre de 70% qui sont plus ou moins à l'écoute du marché. Et Mhm. 3 sondés sur 4, dans ces 70%, donc, déclarent ne pas chercher activement un emploi. Donc, ils attendent qu'on vienne les chercher. C'est eux les plus difficiles. C'est eux qui regardent de temps en temps. Ils sont un peu exigeants aussi dans leur recherche. Et plus de 20% d'entre eux donc, affirment rester à l'écoute de sollicitations des recruteurs, même s'ils ne cherchent pas activement. Et il y a entre 20 et 25% des sondés qui sont en recherche active, dont un peu moins de la moitié qui considèrent leur recherche comme vraiment urgente. Et en fait, ce qu'on constate, si on creuse un peu plus ces données-là, c'est que ceux qui recherchent de façon les plus urgente un travail rapidement sont principalement les populations les plus jeunes, qui ont été les plus impactées, d'où tous les dispositifs du gouvernement pour les aider, hein, bien évidemment, parce que manque d'expérience, etc., et un degré d'exigence toujours élevé de la part des entreprises, et puis un besoin financier important de prendre un peu d'autonomie, de distance avec ses parents, ou tout simplement pour payer le loyer et la nourriture. Voilà, donc les publics les plus impactés qui sont en recherche les plus urgentes sont les populations les plus jeunes. D'accord. Je te livre une question, Eric. Zakia Abdouche nous demande si, au-delà du webinaire, du replay, pardon, du webinaire, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer la présentation? Bah, la présentation, elle sera disponible sur votre site, vraisemblablement, et puis elle Peut-être en sera, téléchargement, si ça te convient. voilà, et Voilà. elle sera sur notre blog également, que vous pouvez taper, donc c'est Donc, blogindeed.fr. donc, parfait. Et Zakia, sinon, si, pour plus de sécurité, si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer dans le champ question, vous nous envoyez votre adresse mail et on vous l'enverra en direct via Eric. D'ailleurs, dans cette période, quid de la stratégie des entreprises pendant la crise sanitaire? Est-ce que tu penses, Eric, qu'elle va jouer un rôle dans la façon dont elles ont accompagné les stratégies qu'elles ont pu avoir, même de communication vis-à-vis de leurs collaborateurs lorsqu'on se positionne sur le marché? Alors absolument, ça, on l'avait dit dès le début de la crise, notamment pour aider les entreprises à travailler leur marque employeur. La grosse erreur que beaucoup ont fait, c'est qu'ils ont arrêté de communiquer. Ouais. Sauf que le trafic, on l'a dit, il a très peu baissé. Donc, en fait, les gens qui étaient en recherche ou qui étaient en poste se sont posés plein de questions par rapport à leur métier. Il y en a plein qui ont mal vécu cette crise, ont été mal accompagnés, mal managés, ou qui ont tout simplement été impactés dans des secteurs d'activité comme l'hôtellerie-restauration, par exemple, on y revient. Et donc, eux, ils se sont posés plein de questions et eux, ils ont regardé ce qui se passait sur le marché. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% des salariés de l'hôtellerie-restauration qui ont changé radicalement de secteur d'activité. Parce qu'ils se sont rendus compte, en étant à l'arrêt, que c'était important d'être proche de sa famille, d'avoir un autre rythme de vie. Et puis, ils se sont posé des questions assez simples. C'est par rapport à mes compétences, mes expertises, est-ce que je ne peux pas faire autre chose différemment ailleurs? Et donc, ne pas communiquer pendant une période de crise, on l'a dit déjà il y a 18 mois, c'est concret aujourd'hui, ça a un impact durable. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette crise pour vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos candidats? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos clients? Quelles erreurs vous avez faites aussi? C'est aussi de la transparence. Parce que comme la crise, comme je le disais tout à l'heure, était inédite et on manquait de perspective, on a tous appris en marchant, mais les gens de l'extérieur ont besoin de savoir ce que vous avez fait, vous, concrètement, au sein de votre entreprise. D'accord, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour le moment, indépendamment et sans jugement de valeur sur les stratégies qui ont pu être adoptées pendant la crise, le moyen d'une espèce de moment de débrief, de partage commun, parce que finalement, que l'entreprise puisse interroger, on va le voir, je crois qu'il y a ça aussi dans une partie de l'enquête, sur ce qu'elle a vécu, sur son ressenti, et puis ça va nous amener peut-être aussi à des informations sur ce qu'ils attendent. C'est une forme de psychothérapie de couple, hein. Quand ça va mal, on se Oui. pose, et puis soit on décide de se quitter, soit on décide de continuer ensemble, mais en tout cas, il faut se poser les bonnes questions, et parfois avec un tiers
qui est le psy qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a traversé une crise. Chaque entreprise a connu une remise en question parfois très existentielle de ses valeurs, de son mode de fonctionnement, de management, d'acquisition, de rétention des talents, va commencer à voir les effets aujourd'hui de collaborateurs qui commencent à partir, parce que la dernière fois qu'on avait fait un webinaire ensemble, on avait partagé un certain nombre de données en précisant qu'en gros, il y avait un tiers des salariés aujourd'hui qui se posaient la question de quitter son entreprise, de changer de métier ou de secteur d'activité. Ça va se concrétiser là dans les mois qui viennent. Donc, la difficulté que vous vivez aujourd'hui ne va vraisemblablement pas s'améliorer si vous ne changez rien. Elle n'est pas épisodique. Alors, on va regarder ce que sont les attentes des candidats dans ce contexte. Voilà, alors si vous désirez vous démarquer en tant qu'employeur, il est primordial de prêter attention aux attentes des candidats et de vos collaborateurs. Si vous ne prenez pas ce paramètre en compte, si vous ne vous intéressez pas à ce qu'est votre cible et que vous ne cherchez pas à les comprendre, en partant du principe que leurs besoins d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, ça va nuire bien sûr à votre marque employeur, ça va augmenter votre turnover et donc mécaniquement, ça va jouer sur votre productivité. Une fois de plus, on parlait de l'hôtellerie-restauration. Là, c'est immédiat, je n'ai pas les ressources nécessaires, je perds du chiffre d'affaires et quand je ne peux plus recevoir de clients, ça nuit également à ma réputation. Alors, on va aller voir ce que sont les fameux critères privilégiés aujourd'hui, recherchés par les candidats. Je ne vous fais pas attendre davantage. On les regarde ensemble, Eric. Donc là, c'est une étude très récente. Alors, il faut savoir que la plupart des études qu'on fait, même les sondages Ipsos, là, dans le cadre des futures élections présidentielles, sont sur un panel représentatif de 1000 personnes. Pour que ça ait plus d'impact, nous, quand on fait une étude, on le fait sur 4000 personnes. Donc là, on a fait cette étude sur 4000 personnes en France, ce qui peut paraître peu pour ceux qui ne sont pas habitués au sondage, mais en tout cas, c'est 4 fois plus en termes d'échantillons représentatifs. Donc, les 3 principales raisons qui motivent aujourd'hui les recherches d'emploi, c'est rémunération. Ça a toujours été, ça l'est toujours. Les gens ont besoin de trouver une juste rémunération, voire une rémunération supérieure. Okay, et c'est rémunération monétaire ou non monétaire. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est rémunération et avantage. C'est-à-dire qu'on peut choisir un emploi où on est un peu moins rémunéré, mais où j'ai davantage d'avantages qui me sont alloués. Ça peut être lié au ticket restaurant, à la mutuelle, à une voiture de fonction. Donc tout ça a aussi beaucoup d'importance et les candidats prennent tout ça en considération dans la globalité. La deuxième chose, oui, pardon. Ce qui a une conséquence directe sur la communication de recrutement. Je pense l'information sur la rémunération. Je t'entends depuis le début dans tous nos webinaires dire c'est une constante, il faut donner l'information dès l'annonce. Oui, il y a 2 choses que cherchent les candidats. C'est l'honnêteté, la transparence de la part des entreprises. Et donc, c'est l'un des premiers critères d'honnêteté et de transparence. Et une fois de plus, pour que le candidat puisse se projeter, si tant est qu'il gagne 30 000 euros par mois aujourd'hui, par exemple, pour se projeter, il va voir les annonces qui correspondent à cette fourchette-là. Si le candidat a le choix, ce qui est le cas aujourd'hui de la plupart des candidats, et qu'il n'y a pas d'élément de rémunération, vous perdez 80% de clics. C'est-à-dire qu'il y a 80% de candidats qui ne cliqueront même pas sur votre offre d'emploi. Donc, c'est un message que je martèle en permanence. Première chose à faire, afficher des fourchettes de rémunération et préciser quels sont les avantages autour aussi de la rémunération seule que vous proposez. Ouais, peut-être pour rassurer nos amis, 30 000 euros par an plutôt que 30 000 euros par mois. Oui, par an, pardon. Sinon, on est un vœu pieux. On va perdre une grosse partie du marché. Non, plus sérieusement, on va regarder aussi ce que sont finalement les carrières, les attentes en termes de carrière. Oui, alors c'est surtout un désir d'évoluer dans leur carrière que les gens recherchent. C'est-à-dire que entre une entreprise qui ne propose rien en termes d'évolution et une entreprise qui va investir beaucoup sur de la formation, par exemple, ce n'est pas forcément qu'une évolution verticale, ça peut être une évolution transverse. On voit dans les... Ça paraît loin, mais en même temps, il y a un peu moins d'un siècle, on était formé pour faire un métier et pour faire toute sa carrière dans une seule entreprise. Ensuite, il y a eu la génération plutôt de nos parents où on faisait le même métier dans le même secteur d'activité dans plusieurs entreprises. Les générations d'aujourd'hui, parce que je parle plus d'époque que de génération, on sait qu'on peut faire 3, 4, 5 métiers dans sa vie professionnelle
et dans un nombre incalculable d'entreprises. Et donc, c'est ce que recherchent la plupart des candidats aujourd'hui aussi. C'est OK, moi, je veux bien donner mes compétences, mon temps à une entreprise, mais en retour, je veux qu'elle m'aide à apprendre, à me diversifier, à me rendre plus polyvalent, et puis à être en phase avec mon époque. La plupart des métiers, on dit souvent que beaucoup de métiers vont disparaître. Les trois quarts des métiers ne vont pas disparaître. Par contre, ils vont considérablement évoluer, comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous faites le même métier, vous avez le même intitulé de poste qu'il y a 15 ans, vous voyez vraisemblablement que vous ne faites plus votre métier de la même façon qu'il y a 15 ans. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose que recherchent les candidats. Et la troisième chose, c'est horaire et flexibilité. Donc, rentre dedans le télétravail, mais pas que, parce que le télétravail ne s'applique pas à tout le monde, et c'est plutôt l'équilibre vie pro, vie perso qui revient en permanence, avec la possibilité d'avoir un peu de souplesse. On parle beaucoup, là, en ce moment, un sujet qui revient sur la semaine des 4 jours, on en reparlera un petit peu plus tard, sur les 35 heures ou les 39 heures, avec la phrase d'Emmanuel Macron hier qui disait que la France était celle qui travaillait le moins parmi les pays d'Europe. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais c'est un vrai sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français travaillent beaucoup. Et comme tous nos voisins, notamment proches européens, ils veulent un peu plus de flexibilité. Et pour ceux qui ont vécu le télétravail pour la première fois avec la pandémie, c'est exactement ce que ça a montré. C'est qu'en travaillant de chez soi avec un peu plus de flexibilité, finalement, on travaille plus et on est souvent bien plus efficace. Alors, on va regarder ensemble ce que sont les attentes des actifs en termes de mobilité professionnelle, Eric. Oui. Alors, ils sont de plus en plus désireux de mobilité professionnelle. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est que plus d'un tiers des sondés se déclarent prêts à accepter un poste dans un domaine éloigné de leur précédent poste, voire dans n'importe quel autre domaine. Donc déjà, les mentalités côté candidat, elles ont évolué beaucoup plus vite que côté recruteur. Le souci qu'on a en France, c'est qu'on a énormément de biais au recrutement. On fait de la discrimination souvent involontaire, mais on a l'habitude de recruter toujours les mêmes profils pour les mêmes métiers. Des gens qui ont le même niveau d'expérience, d'expertise, qui viennent des mêmes écoles, qui ont à peu près les mêmes diplômes et surtout qui viennent du même secteur d'activité. Je prends souvent l'exemple des commerciaux. Un très bon commercial, un très bon technico-commercial, potentiellement peut vendre n'importe quoi s'il a les qualités d'un bon commercial, le sens de l'écoute, l'organisation, le goût du challenge, etc. Ben, si vous voulez travailler, par exemple, dans le secteur de la pharmacie, on va vous dire non, si vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur-là et que vous étiez dans l'agroalimentaire avant, vous êtes d'office exclu dès la lecture de votre CV. Donc les candidats, eux, sont prêts à cette mobilité, ils sont déjà câblés pour ça, et donc reste plus qu'à convaincre, entre guillemets, les organisations, les recruteurs, les managers surtout, plus que les recruteurs, à changer aussi et à recruter des personnes qui viennent d'horizons différents. Oui, d'ailleurs, sur ce point, j'ai en tête une intervention en fin de semaine dernière à l'université de la NDRH de Charles Pépin, le philosophe, qui dit finalement recruter le clone ou la personne attendue pour le poste, c'est pas recruter, il n'y a pas de rencontre puisqu'il y a un côté quasi mécanique. Et en réalité, il appelait dans le contexte de transformation du marché de l'emploi, de durcissement du marché, eh bien, à ouvrir un peu du côté des recruteurs, à ouvrir un peu les chakras. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des candidats, il y a une attente de changer d'horizon. Alors oui, c'est prendre le risque d'une rencontre sur des dénominateurs qui ne sont pas forcément la maîtrise du système d'information dédié ou le parcours chez le concurrent direct, mais qui peut à l'inverse être nourri par une aspiration ou peut-être des soft skills plus fondamentales et moins directement adressées aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Alors, une parenthèse, mais il y a un test qu'on fait aujourd'hui à l'échelle mondiale, enfin plus qu'un test, parce que c'est une nouvelle solution qu'Indeed met en place aujourd'hui. Il y a en ce moment d'ailleurs une semaine dédiée à ça sur l'Île-de-France, qui permet justement de changer complètement la donne en termes de recrutement. C'est-à-dire que le candidat peut postuler sans CV, sans lettre de motivation. Ouais. En fait, l'entreprise qui recrute va mettre en ligne un certain nombre de métiers, va mettre à disposition des créneaux de disponibilité de la part des recruteurs. Et en fait, il y a 1 à 5 questions de présélection, c'est tout. Et ces questions de présélection sont vraiment axées sur des compétences ou des aptitudes vraiment essentielles pour le poste.
Et donc, si le candidat coche ces cases et répond à ces exigences-là, il se positionne lui-même sur un slot disponible du recruteur et donc va pouvoir faire une première rencontre qui dure environ un quart d'heure en visio avec le recruteur. Et les retours qu'on a de la part des entreprises qu'on recrutait avec cette solution, en plus c'est tout secteur d'activité confondu, c'est que tous nous disent déjà qu'ils sont surpris et très satisfaits de la qualité des candidats qu'ils reçoivent, mais surtout que pour quasiment une bonne moitié d'entre eux, il y a plein de profils qui ne seraient jamais arrivés jusqu'à leur bureau parce que dans le process de recrutement classique, les CV, les parcours ne correspondent pas à ce qu'ils ont l'habitude de recruter. Et Ah, donc, ça, c'est exactement le reflet de ce qu'on dit là. donc voilà qui nous ouvre des perspectives. Je te livre quelques réflexions. Cédric qui nous demandait l'ouverture d'Indeed à la publication d'offres d'emploi du secteur public. A-t-elle fait évoluer l'analyse des tendances ou est-ce qu'on se retrouve avec les candidats du public ou à des postes dans le public sur les mêmes aspirations, les mêmes tendances? C'est exactement la même chose. Le candidat, aujourd'hui, on voit que dans le secteur public, dans l'opération qu'on a du Hiring Tour, Jobs Tour qu'on fait sur l'Île-de-France, il y a la PHP, par exemple, qui est Ouais. dedans, qui a énormément de mal à recruter. Donc, il y a aussi un vrai problème de vocation, contrairement à avant où beaucoup de gens voulaient être fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, etc. Aujourd'hui, même pour le secteur public, c'est compliqué de trouver des candidats compétents et disponibles, quelle que soit la nature du contrat proposé. Je rebondis sur la question de Katia qui, elle dit, est-ce que chez Indeed, vous enregistrez comme on a le sentiment et comme l'idée partagée commune, une espèce de départ massif de salariés de l'Île-de-France vers les régions? Est-ce que c'est des choses que vous constatez? Et ça pourrait d'ailleurs faire écho aux difficultés de l'assistance publique à peut-être Paris pour recruter en Île-de-France. Alors, on a un site qui s'appelle le Hiring Lab, que je vous invite Ouais. à aller voir. On pourra mettre le lien en commentaire, qui est le site des économistes d'Indeed qui analyse toutes ces tendances-là. Donc, on a reçu beaucoup de questions de la part des journalistes sur ce thème-là. Il y a une volonté des gens de quitter les grandes villes pour aller vers les banlieues. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est plutôt un déménagement du centre-ville des grandes villes vers l'approche banlieue. Notamment grâce au télétravail, j'ai plus besoin de me rendre tous les jours à mon travail. Donc, si je suis en proche ou même lointaine banlieue et que je fais 1 heure et demie, une fois ou 2 fois par semaine, c'est acceptable, alors que si je le faisais tous les jours, ce n'était pas envisageable. Par contre, on ne constate pas encore de réelle mobilité vers la province très éloignée, voire à l'étranger. Il y a une volonté, des sondages qui disent que c'est à peu près 38% des gens qui, et notamment chez les cadres, ont envie de bouger, ont envie de déménager, ont envie de grande mobilité, mais on est encore dans une phase intermédiaire. Il ne faut pas oublier que quand on bouge, c'est rarement seul, hein. On bouge avec son conjoint, ses enfants. Donc il y a les écoles, il y a trouver un travail aussi pour son conjoint. Donc c'est quelque chose qui est latent. Là aussi, c'est une tendance qu'il faudra surveiller dans les mois et dans les années qui viennent. Mais à l'instant T, on constate plutôt une évolution dans une moindre mesure, c'est à peu près 3% des candidats qui cherchent plutôt des offres de Paris intramuros, par exemple, vers banlieues proches ou plus ou moins lointaines. D'accord. Je te livre une remarque de Khalid qui dit sur la problématique de difficulté du recrutement standard à sortir un peu des sentiers battus pour aller chercher des profils différents et qui dit est-ce que cette problématique n'est pas liée à une stratégie managériale un peu dépassée qui a tendance à ne pas faire preuve d'audace dans le recrutement? C'était un peu la situation classique sur le marché de l'emploi. C'est exactement ça. C'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure et la distinction entre les recruteurs et les managers. C'est-à-dire que les recruteurs, ils ont les mains dedans. Donc, ils voient bien, les recruteurs, qu'il faut changer, qu'il faut évoluer. Le plus difficile à convaincre, c'est le donneur d'ordre. Donc, c'est le manager pour qui vous recrutez, qui, lui, a du mal à comprendre ce qui se passe sur le marché de l'emploi, qui a du mal à ouvrir ses chakras, et puis qui a recruté, parce qu'il fait partie du process de recrutement, et qui manage toute une équipe qui parfois se ressemble. Ouais. Et donc, demain, c'est pour lui que ça va être le plus compliqué, parce qu'il va falloir peut-être manager des profils totalement différents, accompagner et faire venir dans son entreprise des profils totalement différents. Donc oui, c'est
surtout les fonctions managériales qu'il va falloir convaincre. Et tu sais, Eric, si nos amis recruteurs RH sont demandeurs des slides, c'est parce que si je pense, ils sont aussi des relais, ils ont des clients internes à convaincre et que les analystes sont peut-être un moyen aussi de passer les messages en interne. Alors, il y a quand même Cédric qui fait une remarque, est-ce qu'il n'y a pas un coût d'entrée plus grand pour le recruteur-manager dans le fait de choisir un candidat éloigné du secteur? En tout cas, il y a une prise de risque a priori, est-ce qu'il n'y a pas un coût d'intégration de formation supérieure qui peut être un frein? Eh ben, ce qui ressort aujourd'hui des études et des retours d'expérience des entreprises qui ont ouvert leur chakra, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est non. En fait, il y a le coût d'acquisition court terme, il y a moyen terme et il y a long terme. Quand vous prenez un candidat qui a toutes les compétences que vous recherchez, qui est parfait sur le papier, en général, déjà, il est un peu plus exigeant et souvent, déjà, il coûte plus cher à la rémunération immédiate. En plus, c'est un concurrent sérieux parce qu'il a beaucoup d'opportunités. Donc, à la moindre opportunité ailleurs, à la moindre déception chez vous, il peut aussi partir. Donc, en termes de turnover, c'est quand même pas terrible. Donc, vous l'avez intégré, vous avez quand même passé du temps à le former pour qu'il parte après. Et donc, à nouveau, il faut recruter, etc. Un candidat qui vient a priori d'un peu plus loin, à qui vous allez consacrer en effet du temps en termes de formation, il a une sorte de reconnaissance du ventre. C'est-à-dire qu'il sait que, parce qu'il a postulé à plein de postes peut-être similaires où il n'a jamais laissé sa chance, vous l'intégrez, vous le formez, vous l'accompagnez, ben, il y a souvent cette reconnaissance et on voit que ces publics-là sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus reconnaissants et beaucoup plus fidèles dans les entreprises qui investissent justement là-dedans. Donc, c'était contre-intuitif. On va peut-être regarder la pondération des critères qui influencent le chercheur d'emploi à postuler ou pas, à concrétiser une fois qu'il a repéré une annonce. Donc, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui incite les candidats à cliquer sur une offre. Et là, c'est ce qui les incite à postuler, voire à accepter une offre d'emploi. Et donc, on retrouve exactement le même classement. Donc, c'est de très loin d'avoir un salaire qui soit correct, l'équilibre vie pro, vie perso en deuxième, et la flexibilité dans les horaires. Donc, pour les candidats, l'état du marché de l'emploi n'est pas déterminant. Un bon salaire et une flexibilité accrue seront toujours des facteurs prioritaires dans leur esprit. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Donc, ça veut dire, voilà, le salaire reste un incontournable. On ne peut pas être hors marché. Non, alors, je vais répondre à une question qui va sûrement être posée, parce que tous les clients à qui je dis il faut communiquer vos salaires, fourchettes de rémunération, etc., tous me disent, bon, déjà, ce n'est pas culturel, historique chez moi, ça risque de créer des tensions entre ceux qui ont déjà un salaire chez nous et puis un nouveau à qui je proposerais peut-être le même salaire, etc. Et puis surtout, la remarque que j'ai systématique, c'est, ouais, mais nous, on n'a pas des salaires super attractifs. Nous, on a des statistiques qu'on sort à chaque fois pour nos clients qui permettent de voir l'état des lieux du marché. Donc, pour un même métier, France entière ou par bassin d'emploi, voire par ville, on voit quel est le salaire moyen pour ce métier-là. Et dans 9 cas sur 10, on voit que la plupart des clients sont dans cette fourchette. Parfois un peu haute, parfois un peu basse, mais il n'y a pas d'écart majeur. Et n'oubliez pas que dans l'aspect rémunération, je disais tout à l'heure, il y a la rémunération sonnante et trébuchante, il y a aussi tous les avantages qu'il peut y avoir autour. Je ne parle pas du baby-foot ou du flipper que vous pouvez avoir dans les bureaux, mais tout ce qui tourne autour, qui sont des avantages certains. Je parlais de la mutuelle ou de ce genre de choses, c'est des choses extrêmement concrètes, ou même des possibilités d'avoir des jours supplémentaires pour ceux qui doivent aider des parents âgés, les enfants malades, etc. Tout ça sont des choses extrêmement importantes qui jouent aussi dans l'enveloppe de rémunération. Donc, ne vous mettez pas de frein par rapport à ça. Et puis, aujourd'hui, grâce aux plateformes d'avis, notamment Indeed et Glassdoor, les gens qui déposent des avis laissent un salaire déclaratif. Donc, de toute façon, si vous ne communiquez pas sur la rémunération, il y a des éléments de rémunération déclarative pour votre entreprise sur un certain nombre d'emplois. Oui. Et en tout cas, il faut situer et connaître son marché. Et ensuite, on a bien quand même 47% comme critère de pondération de l'équilibre entre vie professionnelle ou personnelle ou pour un tiers la flexibilité horaire. C'est d'autres éléments du package global. C'est les trois, hein, c'est vraiment ce que je dis, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un super salaire mais qu'il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso, pas de flexibilité, ça ne marche pas. Il faut un bon équilibre. Donc, tout n'est pas à miser sur l'un de ces trois critères. Il faut vraiment trouver le bon équilibre entre ces trois critères-là. Et on le voit d'ailleurs sur des gens qui
quitte un métier pour trouver un meilleur équilibre avec ces 3 niveaux-là, en faisant parfois un effort sur l'un de ces 3 critères-là au profit d'un autre. D'ailleurs, un autre moyen de mettre en perspective la hiérarchie des critères, c'est de regarder ta pyramide de Maslow sur la satisfaction des besoins et de la nature primaire ou supérieure de ces besoins. Ouais, alors là, c'est une étude intéressante qu'on a fait avec Forrester Consulting. Donc, c'est une étude mondiale pour le coup, mais on fait parfois la même étude dans chacun des pays ou des zones géographiques et on retrouve exactement les mêmes classements. Donc, les résultats de cette étude s'alignent avec ceux qu'on a obtenus lors d'une étude sur le bonheur aussi. Donc, une fois que nos besoins élémentaires sont satisfaits, c'est en effet le bas de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire besoin primaire quand j'ai besoin de travailler ou quand on tape sur Indeed, c'est je cherche quoi, je cherche où. Donc, est-ce que je trouve un métier qui correspond à mes compétences? Est-ce qu'il se situe à l'endroit où je peux travailler? Et est-ce qu'il me rémunère justement? Une fois qu'on a acquis ça, et là c'est intéressant parce que selon les publics, justement, on va monter dans cette pyramide. Et donc, on va trouver d'autres facteurs différenciants, notamment pour les profils cadres, etc. J'ai pas de difficulté à trouver un travail qui me rémunère justement, pas de difficulté à trouver du travail dans ma zone de mobilité géographique et du travail qui correspond à mes compétences. Donc après, ce que je vais rechercher, c'est des critères comme la stimulation, l'appartenance, la confiance. Donc finalement, ça rejoint le fait que une fois que les besoins élémentaires importants sont en négatif, ils sont un obstacle au bonheur s'ils ne sont pas remplis, ça, c'est la priorité. Mais une fois que ces besoins primaires sont comblés, et ben en fait, ce n'est pas eux qui vont participer activement à notre bonheur. Ils sont indispensables, mais pas suffisants. Et donc, il faudra aller chercher davantage le mix entre la confiance, le sentiment d'appartenance, la stimulation, les valeurs d'entreprise qui correspondent à mes valeurs profondes. Donc, plus vous allez être sur des métiers pénuriques, plus il va falloir travailler sur ce haut de pyramide pour faire la différence. Et d'ailleurs, dans le contexte de crise, c'est peut-être encore plus important, ces aspects motivation, appartenance, confiance. Exactement. Alors, tous ces aspects de bien-être, de bonheur ont démontré que lors des périodes difficiles de crise, les aspects tels que l'appartenance, la motivation, la flexibilité, l'inclusion, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est extrêmement important, sont vraiment différenciants. Et il y a même des études qui prouvent qu'un fort sentiment d'appartenance chez les employés participe à une augmentation de 56% des performances au travail et une réduction de 50% du turnover. Donc, plus vous recrutez des collaborateurs qui sont en phase avec ce que vous faites, avec vos valeurs, plus vous allez avoir des gens qui sont productifs et qui ne partent pas. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vous ouvrez vos chakras et que vous prenez davantage un collaborateur qui a réellement envie de travailler pour vous, qui partage vos valeurs, qui adore le métier dans votre entreprise, même s'il est un peu éloigné, vous allez le retrouver rapidement et vous allez tout de suite avoir ce sentiment de motivation, d'appartenance, de gratitude, de confiance qui va se développer chez lui. C'est peut-être un élément qui plaide aussi pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, la séance de débrief post-crise, à un moment se dire les choses, ce que chacun a vécu, que l'entreprise entende aussi le vécu, les changements d'attente, les difficultés qu'ont pu rencontrer les collaborateurs, c'est des éléments de construction de ce socle de confiance, ne serait-ce que dans l'écoute de ce qui n'a pas fonctionné. L'écoute, c'est exactement ça, c'est ce qu'on dit sur la slide d'après. Et nous, on invite les entreprises, il n'est jamais trop tard, mais idéalement, il aurait fallu le faire depuis le début de la crise, et juste faire des sondages réguliers, totalement anonymes, j'insiste, mais en posant par exemple cette question. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre poste, dans votre entreprise, etc., pour recueillir le pouls de l'entreprise. Là, on bascule, on disait tout à l'heure, du 100% télétravail pour certains, à du présentiel ou un modèle hybride. Beaucoup d'entreprises, je leur dis faites attention, pensent à la place de leurs collaborateurs. Et donc, on part du principe que le Covid, c'est fini, vous êtes revenu au bureau, et puis avant, c'était 100% présentiel, maintenant, on fait 3 jours, 2 jours. C'est bien, vous êtes content, donc on ne vous ressemble pas. Sauf qu'on voit qu'il y a des disparités là-dedans, notamment chez les plus jeunes, ils sont plus d'un tiers à dire vouloir 100% de présentiel. C'est moins le cas pour des profils un peu plus seniors.
Donc, ça va générer aussi plein d'insatisfaction. Donc, il faut prendre le pouls régulièrement. Et en prenant le pouls, c'est important aussi de casser les barrières qu'il y a dans la hiérarchie d'une entreprise. Chez Indeed, par exemple, tous les 15 jours, on a notre patron monde qui fait des interventions, alors avec le DRH monde, avec la directrice marketing monde, parfois tout seul, et qui partage sa vision, ses craintes, ses doutes, ses réflexions. Et il y a un échange de questions-réponses. N'importe qui peut poser des questions au patron monde d'Indeed, tous les 15 jours. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les 15 jours, mais d'avoir ça régulièrement permet au plus haut de la pyramide de l'entreprise de prendre le pouls en temps réel de ce qui se passe et de ne pas faire un sondage une fois par an à travers les entretiens professionnels, les entretiens de carrière où on ne dit pas tout, où ce n'est pas anonymisé, où c'est assez compliqué. Donc, comme les compétences, les attentes des candidats, des collaborateurs évoluent et que le monde aussi autour de nous évolue très vite, il est important d'avoir des rituels comme ça, réguliers, pour comprendre et être le plus en phase possible avec l'évolution des besoins de ses collaborateurs. Et Sylvie interroge, est-ce que chez Indeed, Eric, tu constates que les entreprises ont intégré dans leurs offres, dans leurs annonces elles-mêmes, des informations sur l'organisation hybride de travail, sur la QVT, une culture d'autonomie ou pas? Et en clair, est-ce qu'on a changé la communication à destination des candidats? Un tout petit peu, justement, on va en parler après par rapport à l'évolution, notamment sur les offres en télétravail. Mais c'est encore difficile. On copie-colle souvent les offres d'emploi et c'est souvent les mêmes qu'il y a 18 mois, 2 ans ou 3 ans. Donc déjà que le parcours candidat n'a pas évolué, vous imaginez bien que les offres d'emploi ont assez peu évolué. Donc moi, ça fait partie de mon travail chez Indeed de faire des ateliers, des conférences pour aider les entreprises à travailler ces offres. Donc, je n'ai jamais été autant sollicité que sur ces 18 derniers mois. Donc, ça prouve qu'il y a une prise de conscience. Mais on y va en customisant un peu. C'est progressif, c'est un peu long. Mais en tout cas, la prise de conscience, globalement, oui, elle est là. Non. Alors, l'essor du télétravail a-t-il impacté les attentes des collaborateurs candidats? Quid du télétravail? Quid des emplois d'ailleurs non télétravaillables? Parce que c'est aussi un des sujets. Dans l'entreprise, dans le corps collectif, on n'a pas forcément 100% des emplois éligibles. Exactement. Alors, tu peux passer sur la slide d'après. Voilà. En premier lieu, donc, il convient de souligner l'ampleur de ce changement. Donc, les données d'Indeed en France démontrent qu'aujourd'hui, près d'un quart des répondants travaillent depuis leur domicile suite à la pandémie. 25%. C'était 8% avant la pandémie. Donc, on est passé de 8% de gens qui télétravaillent il y a 18 mois à 25% aujourd'hui. Et je recite souvent cet exemple, c'est-à-dire que nous, on voyait dans les données, dans les statistiques d'Indeed, que le mot-clé télétravail était de plus en plus recherché par les candidats avant la crise. Et donc, on disait aux entreprises, proposez du télétravail, essayez d'avancer vers ce modèle. Et 9 fois sur 10, on disait, c'est pas possible, c'est pas culturel, techniquement, on n'est pas prêt, technologiquement non plus, donc c'est pas un sujet d'actualité. Du jour au lendemain, ils ont tous basculé en 100% télétravail, et donc, grâce à cette crise, on est passé de 8 à 25%. Okay. Après, c'est vrai que ça ne concerne pas tous les secteurs d'activité et tous les métiers. Mais dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'équilibre vie pro, vie perso, l'aménagement des horaires de travail. Donc, il n'y a pas que le télétravail qui permet d'offrir de la souplesse. Peut-être un point quand même sur ce qu'on vient de vivre avec le télétravail, enfin, ce qu'on a vécu avec le télétravail. Au-delà de la multiplication et de la contrainte, il y a aussi le fait que tous les niveaux de l'entreprise, et j'ai en tête des conversations avec des PDG, y compris du CAC 40, des directeurs généraux, qui pour la première fois de leur vie, eux-mêmes ont éprouvé la situation de télétravail. Et le regard qu'ils en ont, totalement métamorphosé. Certains l'ayant adopté, j'ai en tête le président d'un groupe du CAC 40 qui me dit, c'est simple, avant je me sentais obligé de passer systématiquement au boulot quand je rentrais de l'étranger en sortant de l'aéroport. Il dit, je vais finir ma journée chez moi. Alors il finit sa journée, enfin la sortie de l'aéroport c'est souvent 17-18 heures. Mais il lui dit, j'ai juste découvert cette situation où cet exercice de style qui était de repasser au bureau n'avait pas de sens. Et donc, l'avantage de cette crise, c'est que ça a mis tout le monde au même niveau. Oui, absolument. Moi, le premier, quelques jours après, quasiment le premier confinement, j'ai un recruteur qui m'a dit, avec lequel je travaille beaucoup pour une grande banque française, qui m'a dit en fait, habituellement, moi j'étais dans les bureaux, dans nos tours, et on recevait les candidats qui venaient à nous.
Donc moi, j'étais dans mon environnement professionnel, dans ma tour, donc j'avais déjà une forme de rapport de supériorité. Le candidat venait à moi. Ok. Là, on s'est retrouvé du jour au lendemain chez soi, chacun chez soi. Donc j'étais au même niveau que le candidat, dans ma cuisine comme lui, ou dans mon salon comme lui, avec les mêmes problèmes technologiques que lui. Donc déjà, ça m'a mis au même niveau, et elle avouait elle-même que c'était différent, et que même la discussion avec les candidats n'était pas la même, parce qu'il n'y avait plus ce rapport de force, il n'y avait plus la même zone de stress, et donc on était beaucoup plus sur un rapport d'égal à égal. Donc c'est ça que ça a permis, c'est que ça a mis tout le monde, entre guillemets, au même niveau, parce qu'on a tous vécu la même situation en même temps, avec les mêmes contraintes, quoi, sensiblement les mêmes contraintes. Je reviens avec une question de Khalid tout à l'heure qui disait: est-ce que la question de la marque employeur et des valeurs de l'entreprise ne sont-ils pas également une attente importante aux yeux des candidats? Oui, alors c'est ce que je disais un peu en filigrane tout à l'heure. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez Indeed, 5 ans que je parle de la marque employeur. Je vous avoue que les premières années, j'étais un peu seul. J'avais assez peu d'écho, et même quand on faisait des webinaires ensemble sur ce sujet, on avait assez peu d'audience. Depuis 2 ans, il y a une vraie prise de conscience, et la prise de conscience, elle est encore plus forte aujourd'hui. Et côté candidat, il y a 5 ans, les candidats allaient assez peu sur les pages entreprises, laissaient assez peu d'avis, etc. Ça a explosé depuis 2 ans. Rien que sur Indeed en France, sur les pages d'entreprise, il y a eu 55 millions de visites, on a plus de 8 millions d'avis déposés, et 83% des candidats consultent les avis en ligne, se renseignent sur la marque employeur de l'entreprise avant de postuler. Plus de 8 candidats sur 10. Donc c'est aujourd'hui dans les usages. Comme quand on choisit une compagnie d'assurance, un nouvel appartement, on choisit, on regarde, on se renseigne. Oui, mais en ayant une des bases du marketing en tête, c'est qu'il y a aussi le souci de cohérence entre ce qu'on avance et le vécu. Et c'est en ceci que le retour d'employés, les logiques de réseau, sinon peuvent être redoutables. Si vous avez... C'est ce qui explique le succès des avis en ligne, c'est que les candidats ne sont pas dupes. Ils ne prennent plus pour argent comptant le discours marketing des entreprises. Toutes les entreprises, même dans les offres d'emploi, on en parlait tout à l'heure, elles sont toutes leaders sur leur marché quelque part, c'est les plus beaux, les meilleurs, etc. Okay, donc ça, c'est même pas lu par les candidats aujourd'hui, parce qu'ils n'y croient pas. Ou en tout cas, c'est juste regarder du coin de l'œil. Donc, ils vont comparer ce que vous dites de vous, en effet, en tant qu'entreprise, avec la cohérence des propos tenus par vos propres collaborateurs, ex-collaborateurs ou candidats, pour voir s'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que les autres disent de vous. On va regarder sur les requêtes avec le mot télétravail et l'évolution depuis janvier 2020. C'est ça. Donc, en gros, ce que montre ce trafic, c'est qu'il y avait déjà une évolution d'à peu près 300% sur les 2 dernières années avant le Covid. La part de gauche, c'est un indice. Donc, il ne faut pas dire que c'est 0, 1 sur 100 ou sur 10. C'est juste un indice. Et donc, on voit que ça s'installe de façon durable, et on voit un pic très fort lié à cette reprise qu'on a depuis cet été, où on sait qu'on va pouvoir, a priori, reprendre le chemin du bureau. On voit très nettement que les candidats, aujourd'hui, se disent « Ok, retour au bureau, je ne veux surtout pas de retour en présentiel comme avant ». Donc, on voit un regain d'activité très fort et qui perdure sur le mois de septembre et d'octobre. Et donc, Eric, si on est sur un indice et si je fais une bonne lecture, ça veut dire qu'entre janvier 2020 et aujourd'hui, le taux de recherche avec le mot télétravail a triplé. x3, exactement. Ok. Exactement. Donc, on est bien sur du structurel profond, en tout cas quantitativement. Absolument. Bon, et alors ce télétravail va se poursuivre? Oui, notre étude, rien que sur la France, révèle que 73% des employeurs ont déclaré avoir mis en place quelques postes en télétravail ou ont proposé du travail flexible, du travail hybride, que la présence permanente des employés au bureau n'est plus nécessaire comme avant. Donc, 73, c'était 3% avant la pandémie. On avait 3% d'offres en télétravail avant la pandémie. On a 73% des entreprises, pas forcément des postes, mais 73% des entreprises qui, aujourd'hui, ont mis en place de façon totale ou partielle le télétravail. Donc, il est clair que cette méthode de travail, elle ne convient pas à tout le monde, à tous les métiers. Toutefois, la plupart des employés apprécient aujourd'hui la flexibilité et l'autonomie qui découlent du télétravail. Ouais. Donc, on va passer d'un extrême à l'autre.
On est passé d'un extrême 100% présentiel à un extrême 100% télétravail, et on va repasser à autre chose qui va être quelque chose de beaucoup plus adapté. Et c'est là où justement les entreprises doivent être hyper vigilantes, écouter leurs collaborateurs, les salariés, et adapter le modèle, et se dire que peut-être même cette nouvelle euh, relation au travail, ce nouveau mode peut à nouveau évoluer. C'est peut-être qu'on a pensé que 3 jours, 2 jours, c'était bien. Il ne faut pas partir du principe que ça va durer. Peut-être qu'il faut regarder comment ça évolue dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être adapter à nouveau ce modèle. Et ça n'est pas sans poser d'autres questions, voire problèmes en termes de transformation du management. C'est la remarque d'Hubert. Le télétravail ne fonctionne bien que lorsqu'il est bien animé, encadré. Enfin, il résulte lui-même d'une transformation. C'est pour ça le postulat du début de ce webinaire, c'est de dire on vit une mutation profonde. Ça n'est pas un effet de bord, ça n'est pas qu'un changement de lieu. Les populations qui ont le plus souffert du télétravail ont été les managers. Les managers de premier niveau, notamment ceux qui étaient habitués au 100% présentiel, avec cette culture, comme le patron du CAC 40 a pu te le dire, le manager, c'était souvent le premier arrivé, le dernier parti, et puis surtout, on partait du principe quand même souvent qu'à partir du moment où son équipe est là, celui qui travaille bien, qui reste tard, est quelqu'un d'impliqué. On sait que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'était l'image qu'on en avait. Du jour au lendemain, le manager, il ne voit plus ses équipes. Elles sont à distance. Et au-delà de ça, il doit s'intéresser à sa personne, à son individualité et à ses contraintes personnelles et familiales. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une vraie séparation entre la vie perso et le bureau. On nous disait souvent, tu laisses tes problèmes personnels à la porte quand tu arrives au bureau. Mais là, chacun était chez soi. Donc mécaniquement, quand on avait des contraintes familiales, personnelles, etc., on était dans la vie et un peu dans l'intimité de son manager et le manager du collaborateur. Et la plupart de ces managers n'ont pas été du tout formés, équipés pour ça. Donc ça a été un changement assez brutal. Et une fois de plus, eh ben, on ne peut pas revenir en arrière. On a offert cette liberté, cette souplesse aux collaborateurs. Donc il va falloir que les managers s'adaptent au modèle hybride maintenant, 100% télétravail pour certains. Et donc c'est apprendre à gérer et à manager différemment. L'exemple de PSA qu'on cite ici, je termine juste là-dessus Fabien, mais est assez intéressant. Parce qu'on a tendance toujours à dire que le télétravail, c'est bon que pour certains métiers, certaines industries de la tech, etc. PSA, très tôt, est passé au télétravail et a fait en sorte que le télétravail devienne la norme. Donc, en fait, le présentiel devient l'exception. Et ça s'inscrivait dans une stratégie qui est antérieure à la crise sanitaire, puisque PSA avait renoncé à son siège parisien et de toute façon avait opté pour un format de flex office. Alors finalement, là, c'est la même dynamique qui se poursuit. Mais il devient... Les meilleures entreprises sont celles qui sont les plus agiles et qui anticipent. Donc, beaucoup n'ont pas trop mal vécu le Covid, le confinement et le télétravail parce qu'ils avaient déjà testé des choses. Là où c'est difficile, c'est quand vous n'êtes pas équipé, que vous ne l'avez pas du tout prévu et que donc vous n'étiez déjà pas vraiment en phase avec les tendances de la société. On va regarder peut-être aussi des effets positifs, puisque finalement, il ouvre aussi des perspectives, il fait tomber des contraintes géographiques. Je pense, quand on doit notamment recruter dans des filières pénuriques, alors on a vu, on pouvait ouvrir les chakras, j'aime bien l'expression, on peut aller chercher ailleurs, oui, et on peut aller chercher ailleurs physiquement, géographiquement. Oui, alors grâce à la génération du télétravail, parce que pour le coup, la pandémie, elle a été mondiale. C'est-à-dire que parfois, les crises ne sont pas tout à fait mondiales. Là, pour le coup, tout le monde a été touché. Donc, tout le monde s'est posé les mêmes questions. Et donc, aujourd'hui, il est possible de rechercher des candidats en dehors des régions environnantes. Quand je dis en dehors des régions environnantes, c'est Paris intramuros. J'ai l'habitude de recruter. Et là aussi, c'était un biais souvent de la part des recruteurs. Quelqu'un qui habite trop loin, il va mettre trop de temps, il va finir par pas rester chez moi, ça va être compliqué. Il me dit qu'il va déménager, mais quand il va voir les prix à Paris, au final, il va peut-être se désister, etc. Là, potentiellement, sur certains métiers, on peut recruter en dehors de Paris, on peut trouver des gens en province, voire ailleurs. Et aujourd'hui, près de 2 tiers des employeurs dans le monde, 61% pour être précis, reconsidèrent leur façon de recruter en imaginant que les prochaines embauches, elles dépendent beaucoup moins des compétences, dépendent davantage des compétences que de la localisation. C'est-à-dire qu'on va plus se focaliser sur où est la compétence que je recherche et est-ce qu'elle matche avec moi. Et finalement, le problème de distance,
va devenir un problème secondaire, alors qu'il était souvent l'un des premiers critères de discrimination. Et donc la moyenne dans le monde, c'est 61%, en France, c'est 56%, l'idée qu'on en a. L'Allemagne, c'est 62%, l'Angleterre, c'est 60%. Donc on est toujours un peu en dessous et toujours un peu en retard, on a toujours un peu de mal avec ça, même si on commence à avoir quelques exemples concrets. L'exemple que je t'ai cité de la dernière fois d'une entreprise à Grenoble qui n'arrivait pas à trouver son ingénieur, qui finalement l'a trouvé à Nantes. À Nantes, yes. Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire que cette personne se déplace toutes les semaines au bureau? Bah non. Il y a des grosses réunions importantes et quand c'est des réunions de travail, c'est plutôt une fois par mois. Et ben ça se fait facilement. On a le train, on a l'avion, on a tout ça. Et même en termes d'écologie et de carbone, ça coûte moins cher, c'est moins fatigant, moins usant de faire déplacer quelqu'un, même de plus loin, une fois par mois, que de le faire se déplacer tous les jours ou toutes les semaines régulièrement. Alors Eric, ce qu'on voit là en germe, c'est quand même des ingrédients d'une transformation profonde du marché du travail. De façon très concrète pour nos amis qui nous suivent, on peut peut-être aller envisager ensemble, pour finir, les impacts de ces nouvelles attentes pour une stratégie de recrutement. En clair, que nos amis repartent avec des clés pour bien appréhender, parce qu'ils sont nombreux à avoir des enjeux de recrutement dans un contexte qui s'est inversé. Absolument. Ben, si on ouvre ces chakras et qu'on oublie toutes ces barrières qu'on s'était fixées avant sur la mobilité, la localisation géographique, sur les compétences, etc., on va pouvoir réduire encore considérablement le taux de chômage qu'on a en France, qui est à 8%. Alors qu'on considère que le plein emploi, c'est plutôt aux alentours de 3-4%. Et là, on a l'impression d'être en difficulté de recrutement comme si on était en plein emploi. Donc, si on ouvre ces chakras et qu'on s'oriente davantage sur des compétences de base et surtout les aptitudes, la motivation réelle d'un candidat à me rejoindre, et puis quand c'est possible, de casser ces codes de barrières géographiques, vous allez pouvoir recruter plus facilement et surtout des candidats plus motivés, plus intégrés. Parce que la distance, c'est pareil. Si je peux travailler en télétravail sans avoir à déménager depuis chez moi, habiter dans un cadre plus sympathique, je vais être aussi beaucoup plus reconnaissant auprès de l'entreprise qui me propose cet avantage, qui est un avantage exceptionnel. Dropbox. Oui, alors l'exemple Dropbox est parlant. On parlait tout à l'heure de PSA. Dropbox a fait quelque chose d'assez intéressant. L'année dernière, ils sont passés au télétravail du jour au lendemain comme tout le monde. Et aujourd'hui, ils réfléchissent donc à des modèles hybrides, flexibles, etc. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand les gens revenaient au bureau, en fait, tu ne reviens pas au bureau aujourd'hui pour être devant ton ordinateur sur un bureau fixe. Ça, tu es capable de le faire chez toi. Donc, quand tu reviens, c'est plutôt pour travailler, collaborer. Et donc, ils ont mis des Dropbox Studios. Donc, en fait, ils ont transformé leurs locaux avec des zones dédiées qui permettent d'avoir des zones dédiées à la collaboration, qui permettent de renforcer la communauté. Et donc, quand je viens sur mon lieu de travail, entre guillemets, c'est vraiment pour être dans du travail collaboratif. Et ils testent également des jours de travail flexibles, appelés les non-liner workdays, où il est demandé aux équipes d'organiser les heures de travail dédiées à la collaboration sur plusieurs fuseaux horaires. Et donc, il est recommandé de mettre aux employés en place un emploi du temps qui leur convient le mieux. Donc, c'est fait en fonction de leurs souhaits, de leurs désirs et de leurs contraintes, en se concentrant uniquement sur les résultats et pas sur le nombre d'heures travaillées. Donc, en gros, je travaille en mode projet. Si je travaille en mode projet avec d'autres pays, d'autres fuseaux horaires, et ben on se coordonne ensemble pour trouver un moment qui convienne à tout le monde et avec un objectif très orienté résultat. Ce qu'on a vécu un peu avec le confinement, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le télétravail, on était beaucoup plus productif, on va beaucoup plus à l'essentiel, on perd moins de temps à tchatcher ou à être dans de la réunionnite aiguë qui était très présente en France. Et puis, ils sont en train de tester aussi des nouveaux modes de restructuration des ressources, des systèmes d'assistance, des mesures pour suivre la productivité, l'engagement, la culture d'entreprise. Donc, il y a vraiment une réflexion globale pour accompagner davantage les collaborateurs à titre individuel qu'un individu noyé dans un collectif où l'entreprise pense que c'est bien pour eux. Donc, c'est beaucoup plus de sur-mesure et beaucoup plus de travail collaboratif.
Alors, et ça correspondait aux enjeux d'une boîte mondiale. En plus, c'est son cœur de métier que de proposer des outils de collaboration et de partage à distance. Donc, on le comprend. De façon plus générale, pour tous les gens qui nous suivent et finalement applicable peut-être à l'ensemble de l'économie, là, vous avez récapitulé en 3 points une stratégie de diversification de la stratégie de sourcing. C'est ça. Donc, recruter sur d'autres territoires que le vôtre, même si la mobilité immédiate, si elle est exigée, est l'un des premiers critères regardés par les candidats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se déplacer très loin, mais justement, si le poste propose le télétravail, ça vous ouvre un champ des possibles incroyable. Donc, si le poste est 100% télétravail ou en modèle hybride, bah, c'est stupide, entre guillemets, de se dire que je vais recruter uniquement en local. Il peut venir de très loin parce qu'il ne viendra pas souvent. Cherchez vos talents dans de nouveaux secteurs et réseaux. Donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, l'exemple du commercial qui était dans l'agroalimentaire qui ne peut pas travailler dans la pharma ou dans un autre secteur d'activité, ce qui veut dire qu'il faut repenser vos schémas. Vous avez l'habitude d'avoir des partenariats avec certaines écoles, très bien, mais c'est une forme de discrimination parce que vous recrutez toujours les mêmes profils qui viennent des mêmes écoles, et même pour entrer dans ces écoles, souvent, il faut toujours avoir un peu le même profil. Donc, il faut regarder un peu dans d'autres réseaux, tester éventuellement la solution du hub recrutement d'Indeed dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous surprendre parce que vous allez avoir des candidats qui viennent d'horizons totalement divers. Et puis, étudier les profils des candidats au parcours inhabituel. On voit que les profils atypiques, on a des études très concrètes là-dessus, sont des profils qui fonctionnent bien, qui marchent bien, ils sont productifs, ils sont stables, ils sont reconnaissants dans les entreprises. Donc, je sais que ça fait peur et que souvent le recrutement, c'est de limiter les risques, mais si on ne prend pas de risques, on n'arrive pas non plus à évoluer. Donc, on est dans cette période où il faut vraiment prendre des risques et, une fois de plus, ouvrir davantage ses chakras. Jean-Yves nous rappelle la pertinence aussi de recruter sur les compétences. Khalid nous dit qu'une récente étude montre que les entreprises qui ont recours à l'emploi des seniors pour résoudre des problématiques de déficit de candidature, est-ce que ce n'est pas là une autre façon d'ouvrir les chakras? Je pense que oui, Eric. La meilleure façon d'ouvrir les chakras, c'est la diversité. C'est-à-dire que s'il y a trop de jeunes, trop de seniors, trop d'hommes, trop de femmes, etc., on se rend compte que ça bug. Donc la vraie diversité appliquée à l'entreprise, c'est la diversité des profils, des parcours, âge, hommes, femmes, religion, sexe, enfin tout. Et quand on a quelque chose qui ressemble à la société d'aujourd'hui, qui est multiple, on se rend compte que ça fonctionne bien. Et en effet, quand on a des seniors, donc pas oublier que les deux catégories les plus discriminées en France, c'est d'un côté les jeunes de moins de 25 ans et puis les seniors. Quand on mêle les deux ensemble, on voit le tutorat, le mentorat, ça fonctionne très très bien. Voilà, j'ai 55 ans passés, j'ai plaisir à transmettre. J'ai une seconde vie, une seconde jeunesse dans mon entreprise, je me sens utile. Et le jeune est super content. Et en plus, il y a aussi un choc des cultures. Donc le jeune apprend au senior, le senior apprend au jeune. Donc en effet, c'est l'un des moyens de favoriser tout ça. Et de ne pas laisser quelqu'un qui est peut-être pas dans l'entreprise, mais qui postule chez vous. On a souvent peur quand on est recruteur et souvent manager de recruter quelqu'un qui a plus de 50 ans. Il va coûter cher, il est exigeant, etc. Ben non, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui a de l'expertise, qui a des compétences. Donc je vous rejoins à 100%. Ça fait vraiment partie des solutions simples à mettre en place. Et Eric, c'est peut-être des sujets qu'on pourrait aborder dans d'autres webinaires, mais le sujet des seniors aussi, la flexibilité, elle peut aller aussi par une baisse du temps de travail. C'est-à-dire le senior qui a financé, et c'est des cas concrets qu'on connaît tous autour de nous, qui a financé sa maison, qui n'a plus d'enfants en études et qui va souhaiter ou s'épanouir dans le métier qu'il a toujours rêvé de faire, ou simplement de garder un peu plus de liberté et de se faire un week-end de 3 jours, le sujet rémunération est un sujet qui est gérable. Oui, alors, quand on sort des statistiques, on a des statistiques globales et quand on analyse par tranche d'âge, on se rend compte qu'en effet, les critères de motivation ne sont pas les mêmes. Et en effet, quand on a passé 50 ans, souvent les enfants ont grandi, ont quitté le foyer, souvent la maison est payée ou en tout cas les gros investissements ont déjà été faits en grande partie. Et donc, ma carrière, c'est pas qu'elle est derrière moi, mais je suis moins dans une recherche d'évolution de carrière que dans un meilleur équilibre et dans le désir de transmettre ou d'être beaucoup plus en phase entre mes valeurs et celles de l'entreprise. Donc, on a parfois des seniors qui désirent gagner un peu moins, mais pour avoir un métier qui corresponde davantage à ce qui les intéresse. Et puis, j'ai tellement donné toute ma carrière, si j'étais cadre notamment, à travailler des heures et des heures, qu'en effet, dans cet équilibre vie pro, vie perso, j'ai peut-être envie de travailler moins.
Et on voit d'ailleurs sur beaucoup d'entreprises qui proposent des postes à mi-temps ou en 4/5e que c'est principalement des seniors qui sont attirés par ce type de poste parce que ça leur correspond tout simplement beaucoup plus, alors qu'un jeune, lui, il a surtout envie de bosser parce qu'il a besoin de gagner très rapidement de l'argent pour gagner son autonomie. Et le sujet, Eric, n'est pas forcément 50 ans, mais plutôt 55, 60 et au-delà, dans un contexte d'allongement des carrières. Le sujet va devenir important. Et puis, le moyen pour une entreprise aussi d'accéder à des niveaux de compétences ou d'expertise marché auxquels elle n'aurait pas forcément eu accès autrement. Alors déjà, c'est plus 60 ans, c'est vrai que dans notre esprit, on a du mal à faire évoluer ça. 50 ans, c'est presque la moitié. Pour avoir une retraite à taux plein, c'est bien plus. Et même au-delà, il y a des gens qui se sentent encore parfaitement en forme et qui ont envie et besoin de travailler, même si ils ont droit de toucher la retraite. Donc c'est un public qu'il ne faut surtout pas exclure. Et encore plus quand on est en pénurie de candidats. Pareil, c'est pas valable pour tous les métiers, etc. Mais sur tout un tas de métiers, si la personne, même si elle a ses droits à la retraite et qu'elle veut travailler, pourquoi pas lui offrir un travail? Oui. Et Elisabeth nous fait remarquer, attention, pas de généralité, les seniors comme les autres ont, mais ce qu'on a dit, c'est un fondamental depuis le début, ont encore un intérêt pour la rémunération, qui est la valorisation de leurs compétences. Je pensais plutôt à une phase avancée dans la carrière des entreprises, donc plutôt la tranche 60, 63 et au-delà, quand la carrière se poursuit, et finalement un départ progressif ou un élément de flexibilité dans l'équation de laquelle la question salariale peut rentrer, au même titre que le télétravail. De toute façon, on en revient au même, pas de généralité. Si vous connaissez vos collaborateurs et que vous les comprenez, et vos candidats, Ouais. vous allez trouver le modèle qui correspond. On ne peut pas faire une généralité de tous les seniors ou tous les plus de 60 ans. Il y a plusieurs cas de figure. Et là, Donc, la boucle est presque bouclée, Eric. On arrive à la prime à l'agilité pour l'entreprise. ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant et qui est réellement recherché par les candidats aujourd'hui. Ce qui était à la mode il y a une quinzaine d'années, je disais tout à l'heure, c'était un peu le baby-foot, la PlayStation dans les bureaux, etc. Grâce ou à cause du Covid, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, les gens se sont davantage recentrés sur les valeurs humaines de leur bien-être, de leur famille, de leurs proches. Et donc toutes les entreprises qui s'intéressent davantage à l'humain, à l'individu, marquent des points parce que ça fait vraiment la différence. Donc au-delà d'aménager le temps de travail, ce que je disais tout à l'heure, si le télétravail n'est pas possible, il y a ce genre de choses que vous pouvez peut-être mettre en place. Des jours de congé optionnels consacrés à la garde d'enfants. Parce qu'on n'a pas forcément papy-mamie à côté, etc. Ou même si je fais du télétravail, le télétravail fait qu'on a des contraintes différentes. Si j'ai un enfant en bas âge chez moi et que je dois le récupérer à la crèche ou à l'école primaire, à partir de 5 heures, des fois, je ne peux pas m'arrêter de travailler. J'ai encore des visios, des conférences, etc. Donc voilà, si l'entreprise peut aider, accompagner ce sujet, important. Trouver une place en crèche ou autre, on sait à quel point c'est compliqué aussi. Donc si ça peut être un souci en moins, même si ce n'est pas le cœur de métier de l'entreprise, il y a des entreprises qui ont déjà innové dans ce secteur il y a une dizaine d'années, ça fait vraiment la différence. Et aussi, ça peut augmenter considérablement la fidélisation de vos collaborateurs. Il y a aussi tout ce qui concerne les aidants. On n'en parle pas trop ici, mais quand on est jeune parent et donc on a des contraintes par rapport à la garde d'enfants. Et après, quand ses parents vieillissent, on devient aidant et on s'occupe de ses parents. Ou ça peut être d'un proche aussi qui est malade ou qui est handicapé. Donc là aussi, si les entreprises peuvent faire des choses en termes d'aménagement d'horaire, de jours de congés supplémentaires, extrêmement important. Et puis les groupes d'internes d'ERG, donc d'inclusion, de diversité, etc., c'est très américain à la base, ça commence à se développer. Alors c'est pas, aux États-Unis, c'est très connoté par rapport LGBT ou Black Inclusion, etc., etc. En France, par exemple, chez Indeed, on a un groupe qui est le groupe des femmes chez Indeed. Et on a le groupe dont je suis responsable de communication, qui est le groupe des parents et des aidants. Donc en fait, c'est juste faire des petites réunions de temps en temps, on échange sur nos bonnes pratiques, nos problématiques communes, des bons plans, etc. Et donc ça développe le sentiment d'appartenance au sein d'une communauté, au sein d'une entreprise qui reconnaît les communautés diverses et variées. Et c'est des facteurs de liens sociaux qui se créent.
l'entreprise, elle est juste un réceptacle bienveillant ou pas, ou aidant ou pas au développement de ces communautés. Le temps passe très vite, mon cher Eric. On va passer très vite parce qu'on en a déjà parlé de la marque employeur, mais c'est vraiment le moment ou jamais de mettre à jour vos pages d'entreprise, de travailler votre marque employeur de façon authentique et sincère, une fois de plus. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la pub, hein, c'est les vraies choses que vous faites. C'est ce que j'appelle l'effet bifidus actif. Tout ce que vous faites à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Donc, tout ce que vous faites pour vos collaborateurs, même si vous êtes en réflexion, j'insiste là-dessus. On parlait tout à l'heure des tests, des sondages, vous réfléchissez à des choses, n'hésitez pas à le dire parce que c'est vraiment regarder à l'extérieur et c'est comme ça que vous allez attirer les meilleurs candidats. Et donc, ce n'est pas une promesse, c'est dire voilà les sujets sur lesquels on planche ou en tout cas, on est ouvert à. Absolument. Sur le sujet de la discrimination, de l'inclusion, beaucoup d'entreprises ont du mal à en parler parce qu'elles ne sont pas à l'aise, parce qu'il n'y a pas de quota, etc. De dire tous les efforts que vous êtes en train de faire, c'est le signe que vous en avez conscience et que vous essayez de progresser. Et donc, c'est une preuve de transparence et d'humilité. Donc, en somme, souplesse, adaptabilité dans un monde du travail en évolution rapide. C'est aussi des facteurs de réassurance, d'optimisme, Eric. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les entreprises les plus performantes sont celles qui sont souples, flexibles et à l'écoute du marché. Si vous restez campé sur vos process de recrutement à l'ancienne, vos process managériaux, etc., l'inconvénient, c'est que comme tout s'accélère beaucoup plus vite qu'avant, vous allez en payer plus vite les conséquences. Par contre, si vous êtes à l'écoute et que vous évoluez même à votre propre rythme, parce que chaque entreprise a ses moyens et sa capacité à évoluer, mais en tout cas, si vous essayez d'être un peu plus souple et adaptable, vous allez marquer des points et vous allez gagner en productivité, en efficacité. Merci, tout ceci nous a conduit jusqu'au terme de notre webinaire, mon cher Eric. Un grand merci à tous. Comme promis, on enverra alors à la fois à tous les gens qui l'ont demandé dans le fil en direct via Indeed, on vous enverra la présentation. Évidemment, sur RH Matin, vous retrouverez le webinaire en replay. Vous retrouverez également les documents. Mon cher Eric, merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis et qui avez été très actifs dans les échanges. Un grand merci à vous et au plaisir de vous retrouver pour de prochains échanges. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt.